comme ce matin, aux intervenants d'aujourd'hui de se mettre... on a encore le temps pour quelques questions, donc peut-être si Christina, Véronique, Elvan, vous voulez reprendre place à la table à côté de Wesley. Do you ever get orders? Do you have clients for FEEC? Do people actually contact you? Sometimes they contact me through the website, because the website is also kind of facade. It shows a kind of complexity with so much directions to go that every time you want to click and to go further, it's not possible to. Okay. So it works a bit the same way as the archive in Rennes. It stays kind of. So you get a lot of frustrated clients. Yes, but that's fine. Okay. Bien. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle? On a encore un quart d'heure à peu près pour prendre des questions. Ça peut être aussi par rapport aux interventions de ce matin. Non? Moi, je voulais bien oui? intervenir. Moi, je voulais intervenir. Désolée, je suis de l'autre côté, mais j'ai quand même... En fait, Jannick est partie, mais je voulais revenir sur un point avec elle. Ça sera pour une prochaine fois, parce que sur la question du genre que posait Véronique, en fait, mais peut-être... Ah oui, mais Jean-Marc est sorti aussi, sinon j'aurais... Alors du coup, peut-être Nathalie. Tout le monde quitte le navire. C'était sur la question du mail art. En fait, ces polycopiés qu'elle envoie aux critiques, ils sont tous intitulés... Enfin, c'est des multiples, mais c'est marqué « Cher monsieur ». Donc voilà, et donc je m'interrogeais sur le fait de savoir, parce qu'effectivement il n'y avait pas du tout de, je pense, oui, je voulais poser une question, mais en écho avec cette question qui a été soulevée à plusieurs reprises, à la fois le mail art, à la fois la question du genre, et à la fois effectivement cette fiction dans laquelle on pouvait être avec le mail art. Gina Pan, dans les courriers qu'elle envoyait aux différents critiques, Jannick a mentionné qu'on trouvait le même courrier dans plusieurs boîtes d'archives, écrivait « Cher monsieur ». Donc ça sous-entend que c'était une copie qu'elle faisait, j'imagine, et qu'elle envoyait. Il n'y avait que des hommes, en fait, en tant que critique, à ce moment-là. C'est ça, non? Non. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, elle n'a pas envoyé de... Je ne sais pas si Geneviève Brérette avait commencé à écrire dans Le Monde. D'accord, oui. On voit qu'elle a... Ouais. Un carton d'une galerie... sur lequel Aline Danier-Popper prend des notes pendant la performance de Gina Pan. Donc, il y a eu des entretiens aussi entre les deux. Donc, ça, je me souviens. Donc Aline Danier-Popper a été l'une des critiques femmes qui a vraiment suivi le travail de Gina Pan. Et puis il y a Danny Bloch aussi, qui a aussi suivi le travail et d'ailleurs est très, très influencé aussi par la pensée de Gina Pan et de François Pluchart dans certains textes qu'elle a écrits justement sur la question de la trace, etc. Donc il y a quand même ces deux critiques femmes qui sont présentes en tout cas au sein des archives. La question qu'en fait c'était plutôt dans l'autre sens, c'était de savoir si effectivement ces courriers, parce qu'en fait ce qui apparaît assez peu quand on travaille sur Gina Pan, moi j'ai jamais vraiment travaillé sur Gina Pan sauf dans le contexte du travail, des discussions que l'on avait eues avec Jannick et avec toi et avec d'autres, avec ce qu'il y a aux archives. Mais par exemple, moi j'ai été assez intéressée par ce travail que toi tu as montré ce matin et que Jannick a aussi montré sur l'escalade anesthésiée, c'est ça ? Non anesthésiée, mais justement sur cette question, il y a, elle évoque l'idée d'escalade par rapport à la guerre du Vietnam, par exemple. Et ça, cette phrase, elle m'a beaucoup surprise parce que
l'aspect, autant dans ce contexte un peu écologique, ça c'était très très commun à des artistes femmes aux États-Unis. Il y avait ce mouvement écologique a été complètement enterré d'ailleurs, enfin sans jeu de mots, mais il y avait tout cet espace sur l'environnement. Et c'est vrai que Gina Pan était une des rares, mais c'est tout de suite devenu le côté organique, la femme qui travaille avec la terre, enfin c'est étrange. Tandis qu'il y a quand même une question politique qui se pose avec cette structure en acier qui va effectivement presque figurer l'escalade aussi de la violence au Vietnam, parce que là c'est 71 et c'est le moment où ça cartonne, mais vraiment beaucoup au Vietnam par exemple. Et donc cet espace politique est effectivement plus genré du travail de Gina Pan, qui elle a quand même été très très clairement dans une relation avec une femme, dans un espace comme ça très de femme, mais qui n'est pas rentré dans l'espace plus activiste ou féministe. Du coup, dans la construction de l'histoire de l'art, donc ça rejoint un peu ce que toi tu proposais dans cette lecture, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, mais finalement, comment est-ce qu'on construit cette histoire? Et justement, c'est tout, et ça m'intéressait beaucoup parce que c'est ces petites bribes qui jaillissent de ces documents, par exemple. Et ça, moi, je l'avais jamais, je l'avais vu ce document parce qu'on en avait parlé, mais jamais en lisant, donc lire à travers les lignes, ce que j'évoquais aussi dans les revues, ces micro-histoires, elles m'intéressent beaucoup dans la construction justement d'une historiographie plus large à partir des archives. Mais c'est vrai que cette question du genre que tu poses, je pense que cet état des lieux de la critique, quels sont les auteurs ou autrices, comme on dit, ou quels sont les artistes, etc. Il y a évidemment tout un travail. Voilà, après, en France, cette question du quota, elle n'est pas du tout posée. Enfin, ce que tu as produit, en fait, cet espace d'enquête sociologique. Alors, en plus, tu l'as tourné en dérision en faisant comme une fiction. Mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse vraiment s'y atteler sans que ça soit aussi drôle, tu vois, pour pouvoir faire jaillir, parce qu'avec l'humour, on fait jaillir de façon grinçante un certain nombre de choses, mais je pense que c'est très intéressant. Et pour revenir aussi à cette question, on en parlait avec Zaya à l'issue de la présentation de Christina, c'était effectivement un peu comme cet espace lié au Vietnam chez Gina Pan. On s'aperçoit que dans les productions artistiques au Brésil que vous avez présentées, You want me to speak it in English or it's okay? You can understand. La question politique, en fait, elle est extrêmement liée à la question de la performance, à la question du mail art, mais aussi d'un point de vue économique. C'est vrai que cet espace-là dont on a parfois parlé avec Jean-Marc, la question du mail art, c'est de pouvoir franchir les frontières quand il y a une situation de censure, quand il y a une situation de production économique qui est complètement, une économie de l'art qui n'est pas, qui doit être gérée, et cette possibilité de franchir les frontières par la voie postale, elle est extrêmement intéressante en fait à pouvoir proposer dans cette période des années 70 encore qui ont été données. Et je pense que il y a des choses comme ça qui me venaient à l'esprit. Donc voilà, je voulais pas occuper la parole. Je suis toujours très bavarde quand il y a des idées qui me viennent. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a d'autres. Yes, I think that's the relationship between Latin America and Eastern Europe. If you take a sort of, I don't think we can call a movement, but an artistic practice, male art as a sort of freedom exercise because it was available, people could communicate, and the key word is communication actually. So I was trying to go beyond borders to communicate. And this sort of exchange without any financial resources and outside of the market is something that is interesting to see nowadays because it's almost impossible. And regarding what you're saying about the human, feminine presence, I think that it's true in some sense, but not completely true. Because if we have a look in the human feminist women active in this male art network, we see some very important names. They're also part of kind of hubs in their regions. In Brazil, we see. So we see Anabela Geiger in Rio de Janeiro, Vera Chaves Barcelos in Porto Alegre. So names that I can say for you means nothing. But they are really hubs. They are producing this sort of possibilities. So,
maybe it's not well registered in terms of art history, as you're saying. But if we go through research and archives, you see that we have still to write this history because it is there. And it's coming now. I think it's coming. We are going beyond Lygia Clark because, as I saw in your reviews, the only woman I saw in the review you did, Veronique, was Lygia Clark. But we go beyond Lygia Clark for other artists that are still alive and are producing it. Je peux juste dire, non pas répondre, mais effectivement l'enquête que j'ai juste commencée, c'est vrai que ça serait intéressant de la mener complètement, effectivement. Moi j'ai vraiment eu le sentiment, ce que je disais très rapidement en conclusion, qu'il y a vraiment l'enquête sur la situation actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, dans le champ français, francophone c'est trop large, mais au moins français, compter, effectivement. Moi j'aime bien compter comme ça. Donc j'étais très surprise quand même des résultats. Et à côté de ça, pour moi j'ai eu l'impression en faisant cette relecture de critique d'art qu'il y avait d'une part les avancées critiques et théoriques. Tu as une des auteurs qui participe à ces avancées, les traductions, le travail d'un certain nombre d'auteurs, et puis de l'autre côté je trouve des situations qui perdurent, comme si il y avait deux mondes. Je me suis dit finalement il y a deux mondes. Il y a le monde de ceux qui y pensent ou de celles qui y pensent, assez peu nombreuses, et le reste. Donc moi j'ai le sentiment sur ces questions-là, mais je le dis comme ça, parce qu'effectivement il faudrait l'élaborer plus scientifiquement, mais moi j'ai quand même le sentiment que les choses ne se transforment pas du tout, en fait. Bon, ça... Oui. À Critique d'art, il y a une attitude volontariste de mettre ces textes et ces ouvrages en avant. Oui, alors Critique d'art met en avant, mais Critique d'art part de la situation éditoriale. Elle peut critique. Il y a l'activité critique réellement de pensée, et puis il y a le commentaire, et en fait, il n'y a pas du commentaire qui persiste. Non, ce que je dis, c'est que Critique d'art, effectivement, met en avant. C'est-à-dire que je fais partie du comité de rédaction, hein, donc on dit tous, tiens, on va mettre cette pleine page sur un tel, mais on travaille à partir de la production éditoriale. On ne peut pas inventer des catalogues monographiques sur des artistes. C'est ça l'affaire. On manque de matière première. Et c'est là où j'ai moi le sentiment que les choses ne se transforment pas. Et c'est bizarre, parce que avoir le sentiment, bon, ça voilà, on a le sentiment, c'est personnel, c'est pas très intéressant, mais c'est vrai que compter permet de passer du sentiment à... Et là, on se dit, et d'ailleurs, c'est là où on balaie devant sa propre porte aussi, hein, quand on travaille, quand on fait des cours, l'affaire est d'ampleur. Hein. I have a question for Wesley. When you're talking about your fiction project, of course, I remember Brodars and how active is this kind of paradigm. And also I was thinking the fragile border between fiction and reality. When you show the exhibition in Antarctica, there is the Biennale of the End of the World. It's really in Patagonia, and that's what happens there. So that's not fiction, it's reality. And what's fiction when you don't know about it? So it's reality that people don't know. That's another definition for fiction. So everything we don't know is fictionary. What is it? So just provocation. Yeah, it is. I'm still struggling with word fiction because I don't think it doesn't cover what I try to explain or what the work means. But it is true, and especially the biennial on Antarctica, I came up with this idea, thinking about the fact that like 100 years ago there were 2 biennials, but meanwhile we are I think we have 160 or 175 biennials, and then you see something happening as what happens in Amsterdam. You get the existence of a foundation for biennials, so it's suddenly something exists to understand all this crowd
and at the same time it's to understand, but at the same time they organize also seminars to think about and to maybe to go to a more ideal or a better or another way of thinking about biennials. So you get constantly kind of exchanged energy. But just to say, even this Foundation for Exhibiting Art and Knowledge is not only about the biennial in itself, but the foundation in itself, for me, it is existing. That's also why I choose not to explain FIG, but just to describe it from a distance, because also the book, where I call myself an editor, not the artist or the inventor of the whole foundation. So it's indeed, it's not a fiction invented, but like what you say, it's something which is there, maybe not so recognizable. Although I think it's not so new. It's not that I try to learn people to see reality, not at all, because I think a lot of people know this kind of presence. But it's maybe sometimes the subtle power of the thing, and also sometimes the opportunities lying in this kind of complexity. So it's not only kind of negative view on it, it's also in this kind of, because it's quite wide view on the foundation and on the system. So it's not just only concentrated on, for instance, making of exhibitions. It's also the academic world, it's also tourism. So the whole thing, the different aspects coming together. And I think between those, this tension between all those kind of ways of understanding the mechanism, I think it's an interesting field, at least for me as an artist. Mm-hmm. What struck me looking at your pictures, your documents of FIG is kind of, on the one hand, very sterile atmosphere, very empty, and at the same time, the archives that you show, I mean, they're fake archives, but they're very material because it's still the old filing cabinets, right? And so contrasting that with an archive like the Archives de la Critique d'Art, which, as Janie pointed out and several of our participants as speakers today pointed out, one of the great assets, great interests about that this archive is that through this archive you're able to build a material history of so-called dematerialized art. And so I thought that parallel was interesting, and the fact that it just led me, it's not really a question, but it just led me to think about, again, of course, a very important issue today is going digital, right? So everybody is digitizing their archives, making them available, which is great because, you can just do research from your living room. But on the other hand, and I know this sounds paradoxical, but I think that a really interesting archive is one that preserves, to a certain extent, its unruliness. It has to be a bit messy, for it to be really, a mind that that you really, where you're going to really dig and find something worthwhile. Yeah, indeed. But then there is the danger for myself, especially for my work, to fall together with a kind of real situation or real archive, and I have to not to go there, because all the images, everything what you see of FIG, it's constructed, it's a maquette, it's a model of something. So I have to keep it on that domain, and as well with the images and also the font, the lettertype, the font used in the affiche and so on, it's always the same. So you feel this kind of it's images, figurative images are used, but at the same time there's a kind of emptiness. Also the images are just bought on an image bank, the same way as graphic designers do. I get inspired by looking in a Frieze magazine, Art Forum, and so on. But it's just an image with a kind of visual power, and then the text comes on top, and the text is a construction of the mechanism.
So there is a date. There was always a date, but it's never a year. So I never pinpoint a specific situation. So it keeps. I use all these elements to refer to a mechanism, not to a real thing, and that's the messiness which I need to avoid, because otherwise it's like pinpointing to a very historical item, and then it gets a bit stuck towards that only one thing, because Fiek, it talks about the art world, but it talks also about, in my eyes, to another kind of world, not only related to the art world. So if it needs, you have to be able to dive into the project, but to escape as well. If there's more. Does it mean that for you there is a special space for the artist, which I could call the world of simulacras? You are working in that world, which is not the reality, but you are insisting at the end of your speech already, you insisted that it is something is real in that. So is the world of simulacra really the world where you can find something to say as an artist? No, I don't think I put myself in that. Maybe I use this kind of world, or the work might use this kind of place, the simulacrum. But I have to be careful with that, because I don't want to pinpoint my work in that domain. But me as an artist, I don't think I would position myself. If it's about work, I think we can talk about that, and I could imagine, or I could agree that to a certain extent it could be read like that, or in that kind of environment. But Christina was referring to Botas. There is also almost a quotation of the two Russian Temin. What is the name? The two Russian. They imagine the most beautiful work, or the work I most like, and the work I most dislike. One of your proposal was obviously, to me, obviously related to that work too. Yeah, it's a ranking. It's the ranking, I think. It's ranking how to see works. Yeah. It's ranking, and it's a huge documentation. The room was full of all the pools. Yeah, but I've seen that in New York. You can even look nowadays to ArtNet. They do also on the digital ArtNet website. They have also a ranking list of the most important artists, just counting from the references and how do you call it, search items and so on. So it's indeed, but it's maybe to correct. It's not really a proposal of me to use this system. It's more like what I'm trying to do with Fiek, or maybe what my intention is to retake this, or to re-visualize these mechanisms, and to put them in a kind of almost artificial construction where they become more discussable. But what I give, for instance, with Fiek and also with the archive, are no proposals. I'm not seeking for a kind of ideal. Maybe it sounds maybe a bit pessimistic, but I'm not searching for to save the world. I don't know. I think that you are trying to explain is that you put things inside your text, inside the scenery, which can be interpreted as a tool for critique. It's just everywhere, small details. You are in front of
a big scenery, which is beautiful, and if you look at the details, you put some details which put some questions marks. Bon, speaking of question marks, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle peut-être? Des points d'interrogation? Non? Bon, je voudrais à nouveau vraiment remercier infiniment nos intervenants et pour une journée très riche, vraiment à tout point de vue, et puis donc encourager ceux ou celles qui n'y seraient pas encore allés à plonger dans l'archive, non pas complètement désordonnée, chaotique, mais très riche de trésors que sont donc les archives de la critique d'art à Rennes. Voilà, merci beaucoup.